Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur votre émission politique, une émission autour de laquelle nous discutons des sujets ayant fait l'actualité de la semaine. Plusieurs sujets seront au cœur de cette émission. Je reçois pour en parler, mesdames et messieurs, Bertin Kaombi, membre du Bloc républicain, un invité qu'on ne présente plus sur cette émission. Cher invité, bonjour. Le président du parti Bloc républicain m'a enfublé d'un titre pompeux, mais quand même que je vais assumer, parce que je l'assume déjà en partie, et conseiller du président du Bloc républicain pour les élections. Voilà, mais je n'ai jamais été membre du Bloc, membre du bureau. Je ne l'ai pas voulu, tout simplement parce que cela me limiterait dans mes capacités de prise de parole. Et d'ailleurs, je voudrais présenter mes excuses aux téléspectateurs. Il y a des choses que je ne pourrais plus dire désormais, même si je les pensais, parce que ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit quand on est conseiller d'un président de parti. Qui plus est numéro 2 du gouvernement. Donc mes prises de parole seront dans des asymptotes, dans des limites. Mais de temps à autre, je vais quand même mettre le pied dans les plats et je serai corrigé en ce moment-là. Alors, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette nomination? Oh, je me suis dit, le président a fini par m'avoir, il a décidé de m'encadrer parce que désormais, je ne pourrais plus donner des coups de poing à Joseph Ofifa Menjobonou, que j'aime bien. Hein? Ben, vous avez l'habitude de donner des coups de poing? Ah ben, attendez, il est UPR et moi, je veux que le cheval aille plus loin qu'un arbre qui est statique. Et comme malheureusement, quand je vois le PS se comporter, c'est comme si on oublie que notre premier adversaire, c'est UPR. Donc moi, je leur donne des coups. Je suis le seul à le faire au Bloc républicain. Et d'autres aussi. Alors, et à donner des coups aussi à d'autres, quoi qu'ils soient de la mouvance. Parce que moi, c'est mon parti d'abord. Maintenant, si, avec ce titre de conseiller du président, certaines de mes prises de parole lui seront attribuées. D'ailleurs, déjà que depuis que j'exerçais mon droit de militant, qui doit se battre au profit de son parti et de serment de son parti, quoique dans une relation polygamique, ben on reprochait au président Abdoulaye Kane de ne pas m'encadrer, comme s'il avait les moyens de le faire, puisque je le suis nommé à rien du tout. Par contre, cette fois-ci, il aura des raisons de me dire, mais Bertin, tu me mets en difficulté. Monsieur le président, je vais essayer. Et si je mets les pieds dans les plats, ce serait toujours pour le bien du Bloc républicain, parce qu'il est mieux de monter sur un cheval que d'être sur un arbre qui est statique. Quand on veut aller loin, pour monter sur un cheval, ce n'est pas sur un arbre qu'il faut monter. L'arbre ne vous conduira pas loin, il est statique, il est sur place. Mais le cheval, il vous conduira à bon port. Et le cheval est noble. Donc venez. L'arbre aussi a sa mission, a son rôle à jouer. C'est sûr, on a besoin d'ombre, mais vous allez rester sur place, ça vous rendra, vous n'irez pas loin. Et pour 2026-2033, c'est le Bloc républicain, c'est le cheval gaillard. Est-ce que vous êtes heureux, voilà, de cette nomination? Enfin oui, je ne dirais pas non. Je dis juste ça va rassurer ceux qui se plaignaient de pourquoi Corby prend parole à la fin, il signe membre du Bloc républicain. Bon, maintenant ils ne vont plus se plaindre. Aussi, je pourrais facilement continuer de faire ce que j'ai toujours fait. Ce n'est pas nouveau. Vous m'avez toujours reçu sur ce plateau et je voudrais que vous le sachiez maintenant. C'était un duty personnel. Je venais moi-même sur mon initiative parler au profit d'un parti. Bon, si le parti s'est rendu compte qu'il faut que j'ai un titre officiel, qui dirait non? D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, je l'ai annoncé en introduction, plusieurs sujets seront au cœur de cette émission. Et tout de suite, on va démarrer par les législatives de 2026. Bertin Kaombi, peut-on connaître la stratégie avec laquelle les listes ont-elles été constituées au sein de votre parti? Non, ça c'est un sujet qui concerne un secret du parti. On ne vient pas en parler sur un plateau. Je peux quand même vous dire que le Bloc républicain va au-delà des personnes. C'est le parti. C'est pour ça, sur nos affiches, vous ne verrez pas la photo d'un candidat.
vous verrez le cheval. Donc, et je vais profiter ici pour demander à ceux qui n'ont pas été positionnés pour être candidats. Vous étiez tellement nombreux qu'on ne pouvait que décevoir certains. Là où on a besoin de 10 personnes, vous avez parfois 100 personnes qui ont l'ambition. Donc, on a choisi, mais on ne peut pas dire qu'on a pu satisfaire chacun. Parce que tout le monde, chaque personne qui a candidaté, c'est parce qu'il estime qu'il est le mieux placé pour être choisi. Malheureusement, on ne pouvait pas prendre pour tous. Donc, contentons-nous du cheval et votons pour le cheval. Et maintenant, qui reprend le cheval, voilà, il sera. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut décevoir certains. Est-ce qu'il y a des critères que vous avez pris en compte au sein de votre parti? Il doit y avoir des critères forcément. Et la popularité, parfois aussi le niveau intellectuel. Ça, nous sommes dans un régime démocratique où c'est le débat. Ça compte aussi. Et l'engagement pour le parti aussi, ça compte. Mais il y a eu des localités où des gens qui sont très populaires, mais peut-être il leur a manqué la capacité de comprendre la subtilité de certaines choses afin qu'ils n'ont pas été candidats. Mais on ne leur dira pas ça. Tout ce que veut dire, il y a eu aussi des localités où vous avez 4 qui sont tous populaires, mais il faut prendre un. Donc, le destin a joué aussi en faveur et en défaveur de certains. Je veux dire, ce n'est pas seulement en étant maire, en étant député qu'on fait la politique. On fait parfois aussi la politique pour avoir de l'influence, et l'influence vous permet de faire l'économie, l'influence vous permet de faire du social. Donc, on ne fait pas la politique seulement pour les postes électifs. On fait aussi la politique parfois pour être ministre, pour être conseiller, pour être ambassadeur. Donc, les gens se battent au-delà de la liste des candidats. Voilà. Alors, est-ce que la base a été associée dans la constitution de ces listes-là? Bon, la base a été consultée à un moment donné, mais au moment de prendre la décision finale, la base, non. Ceux qui ont voulu associer la base à des sujets aussi délicats l'ont appris à leur dépens. Je vais parler de LD. Il y a des sujets où, malheureusement, vous ne pouvez pas associer la base dans la prise de décision finale. Pourquoi? Ben, tout simplement, chacun a son avis. Et ça devient la cour du roi Péto. Chacun a son candidat. Ben, vous n'avez pas oublié l'histoire de Sodino qui dit, lui, il lui faut, comment il s'appelle, on était tel qui dit, alors que le parti et une certaine base ont pris à Bodio. C'était une erreur. Quoique paraissant démocratique et pouvoir au peuple, mais ça les a amenés à la catastrophe. Nous l'avons compris, on ne l'a pas fait. D'accord. Alors, bientôt démarreront les campagnes électorales. Comment le BR se prépare pour affronter ces échéances électorales? Bon, nous ne sommes pas seuls. Si on affiche déjà et on met sur le plateau comment on se prépare, les autres vont chercher des contre-pieds pour nous battre. Par contre, nous irons, comme tout parti, en campagne parler aux populations. On va s'engager à résoudre leurs problèmes. Et les paysans me connaissent bien. J'ai été d'abord intuitif personnel en tant que Kouvi de leur côté pour défendre leurs intérêts. Sodia, Kajou, j'en oublie. Bon, nous irons, je parle du septentrion, mais ils sont un peu partout. Les Peuls savent que quand ils ont des difficultés, quand on les taquine, ben, ils me trouvaient toujours derrière eux. Et quand il y a solution, le président du parti, Abdoulaye Biotchadi, en a aidé beaucoup pour le parti chez eux. Maintenant que nous travaillons officiellement en tandem pour ces élections, nous allons nous engager devant les peuples à être le parti qui les défend, au-delà de la République qui les défend déjà. Mais les paysans, cultivateurs, les commerçants, oui, nous sommes le parti du peuple et surtout le parti de la jeunesse parce que nous nous préoccupons de l'avenir. On forme la jeunesse. Alors voilà, je veux quand même faire remarquer que la campagne se fait la période de la Coupe des Nations, la CAN. Bon, ou plutôt la CAN commence le 21, la campagne commence le 26. Je veux demander à tous nos militants de rechercher les points focaux
où le Bloc républicain organise des soirées pour suivre la CAN. Ce sera aussi... Le Bloc républicain entend organiser des soirées pour suivre la CAN. Oui, à des points, sur toute l'étendue du territoire. C'est le moins qu'on puisse faire. On sait que nos populations aiment le football et il faut leur donner la joie. Il y en a qui n'ont pas la télé, ou plutôt même quand ils en ont, c'est toujours mieux de suivre le football en groupe, accompagné que tout seul. Donc je veux inviter... de ce que vous comptez faire, voilà. Ben oui, ça fait partie de ce que je recommande, ce que je conseille. Et je suis déjà même en train d'appeler certains à organiser. Certainement, c'est aussi votre mission. Non, pas du tout. Moi, c'est hier que on m'a envoyé. Mais ça en fait partie. Bon, rien ne va changer. Moi, j'ai toujours agi au profit du Bloc républicain, comme si j'en étais, je ne dirais pas président, mais en charge de la promotion. J'ai toujours promu le Bloc républicain, donc ça ne changera rien. Mais maintenant, ça devient ma mission officielle. Bon, tant mieux. Alors, vous êtes en train de dire que vous invitez vos militants à aller au niveau de ces regroupements ou le Bloc. Oui, il y a dans leur localité, c'est de bouche à oreille. Ils seront forcément là où une télévision est implantée pour aller suivre le match. Et maintenant qu'ils invitent les populations à suivre ensemble avec eux, tout le monde ne sera pas militant Bloc républicain, mais on peut être sympathisant. Ce qui importe, c'est de voter Bloc républicain. Donc, invitez ceux qui viennent suivre le match avec vous, mais à monter sur le cheval. Il y a avantage à chevaucher un cheval blanc que de monter sur un arbre ou bien, alors, quel est l'avantage? Ou bien de prendre une torche qui va mettre feu au pays. Ça, c'est les coris, et ça n'achète plus rien. Donc, monter sur le cheval. Quel est l'avantage de monter sur un cheval? D'abord, monter sur un cheval, c'est un signe de noblesse. D'accord. Ça, c'est un. 2. Monter sur un cheval, ça montre votre leadership. Maintenant, 3, le cheval vous porte d'un point A à un point B. Et la vie est mouvement. Donc, même vos affaires vont marcher encore plus. Et votre carrière va marcher encore plus. Si vous êtes dans l'agriculture, ce sera encore mieux. Je serai là pour défendre vos intérêts, pour vous accompagner. Merci beaucoup. Alors, parlons toujours de ces échéances électorales. Les partis politiques ont signé la charte de bonne conduite. Dites-nous comment le BR pense-t-il respecter cet engagement pris? Quelles sont les dispositions mises en place par le parti? Bon, alors, le parti, le Bloc républicain est un parti pacifiste, un parti qui prône la paix. Ça ne veut pas dire qu'en campagne, on ne va quand même pas relever les insuffisances de l'autre camp. C'est une vente, hein, chacun fait sa promotion. Bon, donc, nous avons donné des consignes aux nôtres de ne pas être belliqueux, de ne pas répondre à la provocation. Essentiellement, c'est cela. Alors, comment est-ce que sur le terrain, vous comptez suivre tout ça? Est-ce que vous avez le sentiment que vos conseils et tout seront réellement mis en application? Bon, moi qui suis déjà pacifiste, vous verrez que dans le Bloc républicain, je suis peut-être celui qui griffe parfois d'autres pour le bien du parti. Je voudrais dire justement, quoique nous ait parlé de bonne conduite et tout, ça ne veut pas dire que vous devez rester amorphe. Mordez si c'est nécessaire pour que vous ayez des voix, mais ne mordez pas au point que la personne meure. Griffez au besoin. Combattez l'adversaire au bénéfice du Bloc républicain parce qu'il nous faut la majorité à ces élections-là. D'accord. Alors, on va aborder à présent les événements du 7 décembre passé, événements qui ont failli ébranler la paix, la quiétude des Béninois en cette période électorale. Comment avez-vous personnellement vécu ces événements? Je vous prierai de m'accorder 1 minute de silence en la mémoire de Dame Berthe Bada, assassinée ce jour-là par les mutins. Alors, paix à son âme. C'est la folie humaine, au fait.
parce que rien ne peut justifier de prendre les armes contre son propre pays, de prendre les armes contre les institutions, d'aller tirer chez autrui au point d'en assassiner une pauvre femme, de blesser sa fille, d'arrêter ses responsables de commandement, d'aller attaquer le chef de l'État avec l'intention visible de le tuer. Et parce qu'on ne va pas, même les éléphants, on ne va pas tirer sur des éléphants avec des 12-7, c'est un type d'arme. Alors, Dieu nous a sauvés, je dirais tout simplement. Parce que quand j'ai écouté le rapport du Conseil des ministres qui montre le déroulé du Conseil extraordinaire. Ah bon, alors si vous voulez, Conseil des ministres quand même. Alors, quand vous voyez le déroulé qui nous a été présenté, les événements, oui. Dieu nous a sauvés parce que c'est la plus mauvaise tactique militaire que j'ai jamais vue pour des gens qui veulent qui veulent prendre contrôle d'un point. Le point principal est à Cotonou et ils vont d'abord à Calavi. C'est ça qui nous a sauvés. S'ils étaient allés directement sur le domicile du chef de l'État, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Parce qu'ils auraient surpris tout le monde. Puisque ce sont les forces spéciales, donc connues pour protéger la République. On n'aurait pas douté de leur manœuvre. Vous comprenez? Donc Dieu les a perdus et leur a mis une tactique totalement farfelue en tête. D'ailleurs, si moi je dois les sanctionner en tant que chef militaire, je vais les radier de l'armée, pas parce qu'ils ont fait de la mutinerie, mais parce que leur tactique était totalement farfelue et n'avaient aucune chance de réussir. Et heureusement d'ailleurs que cela n'a pas réussi. Et heureusement qu'ils ont fait cette erreur-là. Et je voudrais honnêtement remercier le colonel Tobo Edjere et d'autres militaires, parce qu'il n'est pas seul, qui ont tenu bon ce jour. Je voudrais féliciter le chef de l'État parce qu'il m'est revenu qu'il a fait acte de courage, il est resté à côté d'eux, à diriger ensemble avec eux les combats. Bon, le contraire aussi m'aurait étonné, personne n'irait se coucher, à moins soit un paresseux, alors que d'autres se battent pour lui, sa vie, qui les abandonne. Mais d'autres chefs ont souvent fait ça, cachés sous le lit, attendant de savoir si ces hommes ont pris le dessus. Lui, il était sur le terrain. Ça rassure. Je voudrais enfin vous dire que dès que moi j'ai suivi, c'est un journaliste dont je vais taire le nom ici, qui m'a appelé vers 8h30 pour dire, mais président Kouvi, est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Il dit, mais vous entendez quoi? Oh, il y a un coup d'État et il paraît qu'on a arrêté Talon. J'ai dit, quoi? Ben, qu'est-ce que nous on devient? Je dis c'est faux, j'allume la télé, je vois le truc tourner en boucle. Dès que je les ai vus, dès que j'ai entendu la phrase, j'ai rappelé 30 minutes après, à 9h, j'ai fait un test pour dire ce coup d'État-là a échoué déjà. Tout simplement parce qu'on n'annonce pas à l'entame d'un coup d'État qui est déjà président. Eux, ils ont dit à Tigri. Je n'ai pas vu Talon enchaîné, présenté. J'ai dit non. Ces messieurs, leur déclaration, c'est pour inviter les populations à sortir, pour les soutenir, croyant qu'ils ont déjà eu le dessus. Il faut annoncer que ça a échoué. Ce que j'ai fait d'abord en audio. Et puisque l'audio peut ne pas être assez expressif, j'ai fait maintenant une vidéo à 10h pour annoncer que ça avait échoué. J'ai eu le chef de l'État qui a demandé aux populations de vaquer à leurs occupations. J'avoue que c'était du bluff parce que ceux qui annonçaient, les trolls qui annonçaient sur les réseaux sociaux, Talon est arrêté, Talon est tué, Talon est ceci. Si moi je n'annonçais pas que j'ai parlé à Talon et qu'il a demandé aux populations de vaquer à leurs occupations, ben personne ne croirait que ça a échoué. Or, croire que ça a échoué a plus de chances de faire échouer ça, comme croire que ça a réussi a beaucoup de chances de faire réussir ça. Parce que imaginez que les populations soient sorties pour soutenir par dépit, parce qu'elles se disent, bon, on a arrêté le chef de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux vaut soutenir. Donc, j'ai vite annoncé l'échec. Et 1h45 après, le ministre de l'Intérieur est sorti, a dit la même chose. Malgré ça, d'autres continuaient toujours de dire que le chef de l'État, que le Bénin est tombé.
Bon, ce que je veux retenir tout simplement, c'est que les militaires au pouvoir n'ont jamais favorisé une opposition. En Guinée-Conakry, Cellou Diallo, chef de l'opposition, était en Guinée et faisait l'opposition à Alpha Condé. Il s'est réjoui de la chute d'Alpha Condé. Lui-même aujourd'hui, il est chassé comme un malappris. Il est en exil, sa maison cassée, il ne peut même pas être candidat. Celui qui promettait la démocratie, le général Mamadi Doumbouya, il est candidat aujourd'hui. Et il a empêché les autres, ceux qui voulaient remplacer Alpha Condé à tout prix, et ils sont en perte de vitesse. Je veux prendre le Mali pareil. L'imam Dipko, grand opposant, grand tribun, il mobilisait la population. Aujourd'hui, il est en exil. Les militaires qu'il a suscités à venir au pouvoir ne veulent même pas qu'il reste là. Même le Premier ministre, Choguel Maïga, qui portait de treillis, faisait le militaire. Il est en prison. Après avoir été 3 ans Premier ministre, croyant que les militaires vont tenir parole et organiser des élections où il sera candidat, eh bien, il est en prison aujourd'hui. Le Burkinabé, le jeune capitaine Ibrahim Traoré, à qui la CEDEAO a dit on lui donne 18 mois pour organiser les élections. Il dit non, mais 18 mois c'est trop, moi 6 mois ça suffit. Ça fait déjà 3 ans qu'il est là et il s'en va jusqu'en 2029. Le Niger, pareil. Même le président Kérékou, parlons-en, pourquoi il va loin. En 72, le coup d'État a été fait pour résoudre un problème de conflit entre Aroma Degbe, Akwiti Manga. Les trois là croyaient que les militaires viendront faire l'arbitrage. Kérékou a fait 17 ans, eux ils ont fait 10 ans de prison. Je veux juste dire aux partis d'opposition ou bien aux opposants qui croient que les militaires viendront faire leur palabre, vous vous trompez. Quand ils viennent, ils se saisissent du pouvoir et mouvanciers et opposants, en avant la catastrophe. Alors, comment et pourquoi, selon vous, est-on arrivé à un tel extrême? Parce qu'il y a eu de la folie, tout simplement. Tigri est fou. Il est fou, tout simplement, parce que ce qu'il énonce comme un problème, ce n'est pas l'armée qui résout de tels problèmes. Je ne dis pas que de tout ce que j'ai entendu là, qu'on n'ait pas entendu ça de la bouche d'opposants. Et il y a des sujets, quand il parle de paysans, de soja, de cajou, ce sont des sujets que je pose, que je porte, pour lesquels nous travaillons. D'ailleurs, le gouvernement vient d'accepter, avant le coup d'État, d'accepter une préoccupation des commerçants et des paysans, ne pas fixer le prix du cajou, ne pas fixer le prix du soja, laisser le marché libre, sans laisser les produits aller à l'étranger, parce qu'il faut qu'on gagne d'impôts sur la vente dans l'intérieur. Ça a été fait, ça faisait partie de nos préoccupations, de nos doléances, de nos luttes. Ce n'est pas Tigri qui a obtenu ça. Donc, il n'y a aucun motif qui puisse justifier qu'on prenne les armes pour se faire justice. D'accord. Alors, les militants de votre formation politique se sont mobilisés pour fustiger ces actes d'un temps révolu. Comment avez-vous apprécié ces initiatives? Bon, c'était totalement naturel. Il fallait que tout le monde montre son rejet de la prise de pouvoir par les armes. Et j'ai aimé la façon dont le Bloc républicain l'a fait. Le Bloc républicain l'a initié, mais à l'intention des populations. Donc, ceux qui sont sortis ne sont pas seulement les militants du Bloc républicain, ce sont les populations qui ont répondu à l'appel du Bloc républicain. J'espère qu'elles vont voter pour la liste Bloc républicain, même si elles ne sont pas directement militants du parti. Alors, Dr Bertin Corvie, force doit rester à la loi et nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Toutefois, certains concitoyens se sont laissés emporter par l'émotion et font aujourd'hui face à leurs responsabilités devant des interpellations et arrestations, toujours dans ce dossier de tentative de coup d'État. Quelle est votre appréciation de cette situation? Vous avez répondu vous-même, force doit rester à la loi. Qu'il vous souvienne que quand moi j'ai vu le préambule, allons d'abord dans ça, le préambule de notre Constitution nous impose de nous opposer à toute tentative de saisir le pouvoir par les armes, par la force. Donc, tout Béninois a le devoir de s'opposer à un coup d'État. Alors, en se réjouissant au moment où il le faisait,
Ils violaient la Constitution. Ils ont fait l'apologie de coup d'État qui, du reste, est vu comme aussi du terrorisme. La loi leur sera appliquée. Maintenant, si ils arrivent à montrer que c'est de la naïveté, et puis il n'y a pas de naïveté en ces choses-là, ils sont réjouis du malheur qui frappait leur pays, eh bien, le pays devrait les chicoter. Voilà, on va leur appliquer la loi. Il y a pas mal d'interpellations qui est en cours dans le pays. Est-ce que vous pensez que la justice béninoise est déterminée à aller au bout de ce dossier, à interpeller tous ceux-là qui peuvent être des fraudeurs de troubles, quelle que soit leur rang ou catégorie sociale? Eh bien, on a arrêté un député et en la matière, je voudrais dire au LD qu'il n'y a pas d'immunité parlementaire quand il y a un flagrant délit. Voici un député qui se réjouissait déjà et qui fêtait dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans les groupes Fora, groupes WhatsApp, de la chute supposée du président. On a dissous le Parlement. Il est parlementaire. Mais s'il se réjouit de ne plus être parlementaire parce qu'il y a eu une tentative conduite par les militaires, je crois que c'est la République qui devrait le déchoir justement de son titre de député pour qu'il apprenne ce que c'est que la République. Au fait, ce n'est même pas la justice qui arrête les gens, c'est la République qui se défend. Car c'est la République, et ça vous avez toutes les institutions confondues, qui a été attaquée. Ceux qui croient que c'est Patrice Talon seul qui a été attaqué, non, c'est la République. Mais la justice, le gouvernement, le Parlement, vous voyez, la presse, c'est tout le monde. Vous croyez que les militaires au pouvoir, vous auriez pu venir vous asseoir avec vos jolis yeux là, venir parler sur un plateau? Non. Vous allez faire attention à ce que vous dites. Non. C'est tout le monde. Ce n'est pas Talon qui a été attaqué. Hein. Et ce n'est pas la justice qui a été attaquée, c'est la République. Et c'est la République qui punit ceux qui se réjouissaient de son malheur. D'accord. Après une salve de coups de force réussis dans la sous-région, la CEDEAO a décidé de sonner le glas de cette gangrène qui ronge profondément l'Afrique de l'Ouest. Que pensez-vous de ce signal fort de l'organisation régionale, la CEDEAO, par le cas du Bénin? Vient-il réellement sonner le glas de ces aventures forcées dans son espace géographique? Bon, la CEDEAO fait de l'opportunisme. Parce qu'il y a un coup d'État en Guinée-Bissau. Pourquoi la CEDEAO n'a-t-elle pas déployé ses forces comme on avait déployé la force en Gambie pour chasser Yaya Jammeh et remettre le pouvoir à qui a gagné? En réalité, le mérite revient à nos forces de défense et de sécurité qui ont fait échec à cette manœuvre. Déjà à 9h, 10h, c'était déjà fini. Et pour l'information, le lieutenant-colonel Tigre était déjà en fuite depuis Cotonou pour une destination dont lui seul a le secret depuis 10 heures. Donc, il avait pris déjà la route, il a quitté Cotonou, a laissé ses troupes qui se faisaient massacrer par les forces loyalistes. La CEDEAO n'est intervenue ici parce que si on veut parler de l'intervention de la CEDEAO a été actée à travers les 2 frappes de l'aviation du Nigeria. Le Nigeria n'est pas venu nous aider en tant que Nigeria, mais au nom de la CEDEAO. Et par la suite, des forces de la Côte d'Ivoire et l'armée française ont rejoint. Mais c'est après 17 heures. Tout était déjà fini. Mais ils sont venus quand même sécuriser, montrer que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans une communauté qui dit non. Et ça rehausse l'image de la CEDEAO à un prix vraiment bas. Mais quand même, ils l'ont fait. Mais si la CEDEAO veut vraiment montrer que la CEDEAO est une force qui s'oppose au coup d'État, là, c'est en Guinée-Bissau qu'il fallait envoyer une troupe chasser ces militaires-là. Cette réaction de l'organisation sous-régionale, est-ce que ce n'est pas loué, à saluer? Non, mais je salue, mais je mets plutôt l'échec. Parce que j'entends nombreux parler et on a la vague impression que c'est la Côte d'Ivoire, la France et le Nigeria qui ont fait jouer le coup. C'est faux. C'est l'armée béninoise. Ils ont tiré 45 minutes et ils ont replié parce qu'ils n'ont pas eu le déçu au domicile du chef de l'État.
S'ils avaient eu le déçu, la CEDEAO ne viendrait pas. Comme la CEDEAO n'est pas allée en Guinée-Bissau, c'est ce que je veux dire. Il faut éviter que les mutins prennent le dessus. Les putschistes prennent le dessus. Si le coup d'État avait réussi, vous auriez seulement entendu la CEDEAO sortir le même discours qui est écrit, hein, et on change seulement le nom du pays. On veut une transition courte, on veut ceci, on veut cela. Retour à l'ordre constitutionnel. Heureusement. Donc, ce sont nos militaires que moi je félicite et je leur demande de rester toujours républicains. Les autres qui sont peut-être dans la même disposition d'esprit, sachez que vous allez toujours échouer. Laissez les hommes politiques résoudre les problèmes politiques. On trouvera forcément un moyen de nous entendre. C'est bien d'envoyer une force pour montrer leur présence, mais les 200 ou bien 300 militaires que la CEDEAO a là, est-ce que ça fait le nombre de militaires que l'armée béninoise a? À imaginer que l'armée béninoise, en tant qu'armée, devienne folle. Les 200 là peuvent vous les empêcher à quoi que ce soit? Non. Mais quand même, ça montre une solidarité. Donc, je veux dire, ne comptons pas sur la CEDEAO, comme disait Kérékou, comptons d'abord sur nos propres forces. Et c'est ce que le Bénin a fait. Le Bénin a compté sur sa capacité à résister à la folie, d'où qu'elle vienne. Et après, la CEDEAO est venue nous montrer sa solidarité et venant nous assister. C'est pas mauvais. On va aborder un autre sujet à présent. La Cour constitutionnelle a entre-temps rendu sa décision. L'institution a déclaré conforme à la nouvelle loi fondamentale du pays adoptée au Parlement avec de nouvelles modifications, dont l'instauration du Sénat et l'allongement du mandat électif. Qu'en dites-vous, Bertin Corvi, par rapport à cette nouvelle loi fondamentale? Bon, alors, moi, je soutiens le chef de l'État. Et désormais, on m'a habillé du titre honorifique conseiller aux affaires électorales du président du Bloc républicain, qui est numéro 2 du gouvernement. Aussi, le projet de révision a été porté par un de nos députés du Bloc républicain, Hassan Seibou. Je prends acte et je me réjouis de la promulgation de la loi modificative. Je veux juste demander à chaque homme politique de prendre le test, de le lire et de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et désormais, quand vous critiquez les actions du gouvernement, vous devez aussi faire de propositions. Donc c'est opposition, proposition. Il faut tenir compte de ça. Le mandat qui est passé de 5 ans pour le président à 7 ans, cela ne prend pas effet avec le président Talon, malheureusement. Ça commence en 2026. Et les députés aussi, c'est désormais 7 ans. Et les maires, c'est 7 ans. On va faire l'expérience des maires et des députés, voir. Mais je voudrais appeler ceux qui sont en politique à savoir être patient et à ne pas vouloir vivre seulement de politique. Parce que attendre 7 ans pour un poste hypothétique, vous pouvez ne jamais l'occuper. Enfin, ceux qui seront en position d'élus, je veux leur dire, s'ils sont chrétiens qui tiennent bien leur somme 91 ou bien 35, s'ils sont musulmans qui tiennent bien Yassine et autres, pourquoi? S'ils sont vaudouisants, qu'ils aillent bien se faire de scarification pour se protéger. On est dans ce pays. Parce que ces temps-là, et ceux qui veulent les remplacer vont commencer par courir chez féticheurs, chez pasteurs, chez Boubaoué, chez je ne sais Vaudounon, pour se faire une place libre et les occuper. Vous ne connaissez pas le béninois? Non. Je vous l'apprends. En matière de compétition, il fait recours à tout bois. Donc, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Alors, le mandat électif est passé désormais à 7 ans pour le président de la République. Est-ce que vous pensez que cela est nécessaire? Ah oui, indispensable. Pour le président de la République, c'est indispensable. Pareil pour les maires et les députés? Ah non, je ne dirais pas pareil. Mais c'est fait et je l'accepte. Si ça avait été moi,
les maires et autres resteraient 5 ans. Pourquoi? Or, tout simplement parce que, vous savez, les populations, quand elles sont fatiguées de leur maire, elles veulent le remplacer. Quand elles sont fatiguées de l'élu local, elles veulent le remplacer. Et 7 ans, ça fait long. C'est pour ça que je vous disais tantôt, quand les populations seront fatiguées de leur élu, aujourd'hui que c'est 7 ans, je crains qu'elles commencent pas à aller dans la magie pour s'en débarrasser. Est-ce que vous ne pensez pas que pendant 7 ans, le maire, le député a la possibilité de bien accomplir ce pourquoi il est là? Oh, ben, je ne veux pas insulter les maires, mais nous avons un régime où c'est le chef de l'État qui agit avec son gouvernement. Le maire et autres là, c'est du vernis. On peut bien diriger nos pays sans maire. Pourquoi? Oh, je vous ai dit, on peut bien construire ce pays sans maire. Donc, la gouvernance. Est-ce que vous êtes en train de dire que les maires ne sont pas utiles dans la République? J'ai jamais dit ça. Les maires sont utiles, mais nous n'avons pas encore atteint ce niveau de décentralisation. Ce qui est sur le papier, c'est une chose, mais ce qui se fait réellement, c'est autre chose. Ce ne sont pas les maires qui dirigent réellement les villes. Les maires, alors qui les dirige? Ben, c'est l'exécutif. Il faut regarder, observer bien notre État. Nous sommes, ça fait seulement 35 ans qu'on est dans ce processus démocratique. Hein. On ne peut pas encore laisser la main à la gouvernance locale réellement telle que c'est écrit dans les papiers, sur les papiers. Oh non. Je vous ai dit, moi, je sais faire des analyses. Je vais vous faire des analyses à froid, sans vous mentir. Et là, ce n'est pas le conseiller du président du bloc qui parle, c'est Kououi qui parle. Les maires, là, on peut bien se passer de maires, qu'on n'aura aucun problème. Bon, la plupart des documents... Est-ce que vous pensez que le développement au niveau local sera réellement effectif? Les maires font quel développement au niveau local? Mais ils sont là, ils font leur travail. Mais vous estimez qu'ils ne... Ils le supervisent. C'est le gouvernement qui fait... Bon, je vais prendre Ouida, on construit Ouida. C'est le maire de Ouida, vous croyez? Non. C'est le Grand Nokoué. Je peux prendre Cotonou là. Vous croyez que c'est le maire de Cotonou? Je vous dis non. Parakou là. C'est le maire de Parakou? Non. Par contre, il supervise et c'est une bonne chose. Et il représente à la limite le président. C'est une bonne chose. On aurait pu garder ce qu'on avait au temps de la Révolution. Le chef district, le chef machin, ça ne changera rien. On irait encore plus loin. Donc, pour moi, là, c'est l'élection du président qui me préoccupe réellement. L'élection des députés, un peu oui. Parce qu'encore que même les députés, parfois, ne me disent pas grand-chose. Le développement de ce pays... Les députés ne vous disent pas grand-chose. Ben, sinon, j'aurais été candidat. J'ai refusé d'être député. Vous êtes en train de minimiser leur rôle dans la République. Je ne minimise pas leur rôle. Hein. Leur rôle constitutionnel est important. Mais réellement, leur impact ne me dit rien du tout. On est devenu ce qu'on est devenu là, grâce au président. Et si on veut encore que le pays soit développé là, ce sera grâce à Wada ici, il est élu. Et il le sera. C'était Patrice Talon qui a permis d'être ici. Ce n'est pas l'action des députés. Les députés. Mais chacun dans son comportement a son rôle à jouer. Pour le développement du pays, bien sûr. Oui, ce n'est pas mauvais, mais je vous dis, si le président Yahi Boni n'a pas pu avoir le développement qu'on a du président Talon, ce sont les députés justement qui l'ont retardé. En quoi? Ben, en ne votant pas très vite les accords de ratification de prêt. C'est pour ça qu'on a modifié l'article 145. Et l'article 145 nouveau dit que c'est le chef de l'État qui fait le prêt et en informe le Parlement 3 mois après. C'est ça qui a permis qu'on ait le développement qu'on a aujourd'hui. On a arraché aux députés la possibilité de faire du chantage au chef de l'État, à l'exécutif. Or, dans une démocratie, cette responsabilité-là, c'est-à-dire incombe au Parlement. Puis c'est le député qui doit autoriser le prêt au titre, c'est-à-dire au nom des populations. Mais puisque le député en faisait un objet de chantage, on le leur a arraché. Dès qu'ils n'ont pas ça, tout ce qu'ils font, c'est lever la main, on vote, c'est tout. Parce que l'influence sur la peau aussi, mais est-ce que vous n'avez pas constaté un changement au niveau de la 9e législature? Non, ils votent aussi le budget et ça, je les remercie pour ça. Mais en fait, je veux juste dire que les députés, depuis que l'article 145 existe, les députés qu'on a aujourd'hui n'ont plus le pouvoir des députés qu'on a connus jusqu'au temps de Yahi Boni. Et malheureusement, c'était une force de nuisance
pour le développement. Le pouvoir législatif. Non, le pouvoir qu'ils avaient d'être ceux qui doivent autoriser les prêts, les accords de prêt. Ils l'utilisaient, il fallait leur donner l'argent. Mais Maman Rosine Soglo, paix à son âme, l'a dénoncé ici. Il fallait qu'ils prennent l'argent pour voter les lois. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette capacité-là. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? C'est ça qu'on appelle en fond Elifin. C'est-à-dire on leur a taillé les ongles par rapport à ça. C'est une bonne chose. Mais vous n'étiez pas là quand cela se faisait. Mais la loi est là, les textes sont là. Je dis l'article 145 au nouveau. La modification de constitution en novembre, le 7 novembre 2019. Mais c'est à ça que ça a servi, entre autres. C'est ce qui a permis de lever les fonds pour avoir le développement rapide que le Bénin a là. Et je voudrais recommander à la plupart des pays francophones démocratiques, faites comme le Bénin. Enlever au Parlement, mais parfois cette force qui peut être de nuisance, d'être ceux qui ratifient les accords de prêt, ça vous retarde. Et j'avais combattu ça. J'avais combattu cet article-là. J'ai dit, mais attention, c'est la catastrophe. Mais c'est au résultat que je vois que ça a donné des fruits. Ça nous permet de lever très vite les fonds pour développer notre pays. Donc oui, ce pays peut vivre même sans député. Mais bon, mes amis vont commencer par m'insulter. Au fait, je vous blaguais, ne vous fâchez pas. Mais j'écoute les populations, j'écoute les ambitions déçues. Ben, ils se disent, eh ben, on va attendre 7 ans. Et je vous ai dit, les gens ont d'ambition d'être délégués, d'être maires, d'être députés. Quand est-ce que les populations ont tenu ce genre de langage? Moi, je suis dans les populations. Parce qu'après le vote de cette loi, le gouvernement a initié une séance d'explication dans les 77 communes. Oui. Et en retour, c'est... Oui, mais c'est pas parce que on n'est pas d'accord sur un point ou bien on a des appréhensions sur un point qu'on ne peut pas soutenir le tout in fine. On ne va pas non plus applaudir tout. C'est une œuvre humaine. Je vous ai dit, je suis d'accord sur tout. Je suis même d'accord. Je suis content que le président soit passé à 7 ans. Mais s'il ne dépendait que de moi, les maires et autres seront restés 5 ans. Ça ne veut pas dire que je rejette le projet. Et moi, qui suis-je moi? Seulement, j'ai parlé avec des politiques qui disent, mais si le maire doit faire 7 ans, nous là, on sera maire quand? Donc, ils veulent, il y en a même qui souhaiteraient même que ce soit 3 ans. Pour que, puisqu'il n'est pas maire aujourd'hui, 3 ans passent vite et que lui le remplace. Parfois, peut-être qu'ils ne le font pas forcément dans l'intérêt du pays, ils le font pour qu'eux, ils aient l'occasion d'être candidats aussi. Mais je vous dis, moi, Kouri, le président, 7 ans, j'applaudis, je suis très heureux. Mais les autres 7 ans, je ne suis pas, ça ne m'enchante pas trop. Mais cela me laisse égal parce que je ne suis pas candidat à être maire, à être ceci. Ça va faire des économies, eh bien, tant mieux. Mais je dis pour ceux qui veulent exercer, occuper des postes politiques sur le plan local, députation, ben, ils sont inquiets de devoir attendre 7 ans. C'est tout ce que je vous fais observer. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en tant que Béninois d'apprendre que cette nouvelle loi, la constitution bien sûr béninoise, a été promulguée par le chef de l'État? Quels sont les sentiments là qui vous animent? Donc, je suis heureux surtout que cela ait été vite promulgué pour montrer que le pays est gouverné, le pays est dirigé. Et c'est pour moi presque une réponse à la provocation de ces mutins qui sont allés à la télévision parler de « Oh, la constitution est dissoute, et ceci est ceci ». Donc, on leur montre que le pays est gouverné, le pays est debout. C'est d'abord ça. Et ça me rend fier. Fier d'eux? Ah ben, fier d'être béninois. Et fier de pouvoir être sur un plateau parlant. Est-ce que vous imaginez que ce truc-là est réussi? Vous savez ce que ce pays serait devenu? Mais on serait dans la catastrophe qu'on connaît ailleurs. En train de dire qu'on est AES, on est contre la France, on est contre les États-Unis, on est contre ceci. On serait entré dans une folie. Et vous avez vu leur visage à la télé. Tout le temps regarder ces visages-là. On serait tombé malade. Heureusement, madame. Remerciez Dieu et vraiment remercier encore Dieu. D'accord.
Alors, le chef de l'État est attendu devant les députés pour son discours de la nation. Quelles sont vos attentes, vous avez, de cet exercice-là constitutionnel que le chef de l'État est appelé à faire? Ben, le président a de quoi parler et de quoi émouvoir les députés. Et je les imagine déjà en train de nous faire des pleurs de crocodile pour certains, avec des mouchoirs et tout. Bon, ce qui m'a quand même un peu attristé, c'est que le jour où on était en difficulté, j'ai pas entendu des députés faire un appel de résistance à notre population, alors que notre constitution, dans son préambule, nous fait le devoir de nous opposer à toute tentative de prendre le pouvoir par la force. Eux, qui perdaient leur position de député, auraient dû être les premiers à appeler les populations à résister. Ils se sont pour la plupart cachés. Certains même, ils paraissent sous le lit. Ah bon, qui vous a dit ça? Mais écoutez, moi, j'ai mes antennes. Oui, qui vous a dit ça? Mais j'ai appelé certains, quand il parlait là, tu sens qu'il est sous le lit. Qui? Vous avez appelé qui? Mais vous voulez que je vous donne son nom? Oui, bien sûr. Non, quand même. Mais ce que vous dites, c'est pas vrai. Si c'était vrai, Avant vous que allez vous me dire non, le nom de la non. personne. Vous savez que nous sommes sur un plateau sérieux. Non, mais moi aussi, je suis sérieux. Désormais, le titre et la fonction de conseiller du président du bloc républicain m'impose des devoirs de réserve. Mais j'ai appelé certains là. Et visiblement, vous savez, quand quelqu'un prend le téléphone, s'il est debout, si vous êtes habitué au téléphone, vous savez. S'il est couché, vous savez. S'il est sous le lit, vous le savez encore. Difficilement, on entendait la voix. Ah, mais Kofi. Ah oui, ça chauffait. Alors, j'ai compris que ce monsieur était sous le lit. Malgré que je lui ai dit que ça a échoué, il n'est apparu que après 20 heures. Donc, non, les députés doivent aller à l'école de nos populations. En 1977, le 16 janvier, vous n'étiez pas encore né, 77, mais les populations sont sorties pour faire échec aux mercenaires qui nous avaient attaqués. Est-ce que parmi eux, est-ce que chacun à son niveau n'a pas joué son rôle, sa partition? La partition que eux doivent jouer, ce n'est pas de prendre les armes. Les armes ont été prises. Non, je parle des députés. C'est ça, oui. Les armes ont été prises par nos militaires pour défendre. Mais au moins eux, ils devaient défendre leur nation. Quand on entendait des journalistes ou bien des influenceurs, soi-disant, déjà annoncer l'échec, annoncer le malheur du pays. Et quand on a entendu même d'autres Béninois qui se réjouissaient déjà, et les Angela Kouedjou, bien, je ne sais pas, la pauvre. Qui a été interpellée? Oui, c'est une erreur qui montrait déjà sa réjouissance et un certain nombre de personnes. Pendant que les autres se réjouissaient là, les députés devraient s'offusquer, eux aussi. Ils se sont tus. Et leur silence là est coupable. Je vous dis quoi? Coupable. Ils n'ont pas joué leur rôle constitutionnel. Mais bon, on ne devient pas courageux parce qu'on est député. Il fallait un peu de courage et un peu de folie pour s'opposer à cela, ce que d'autres ont fait. Et heureusement, je fais partie de ceux-là. Et tant mieux. Maintenant, il y a eu des ministres avec qui j'étais en contact. Ah ben oui, il y a quand même 2 députés qui ont fait l'exception. Je ne vais pas appeler leur nom ici, mais pourquoi pas. Le général Robert Gbignan, j'étais en communication avec lui et il m'a beaucoup donné d'informations pour que je puisse aider notre population à savoir que ça a échoué. Lui aussi, oui. Il n'y a pas que lui. Mais lui, je veux manquer sur les députés. Je suis un peu en train de me moquer des députés, ce qu'ils m'ont dit. Lui, il a fait son travail. Par contre, d'autres, ils étaient sous le lit. D'accord. Nous sommes à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. Bientôt va démarrer les campagnes électorales dans quelques jours. Qu'aviez-vous à dire à l'endroit de la population, ceux-là qui vous suivent, qui vous écoutent? Ce sera également votre mot de fin pour conclure. Alors, je voudrais dire aux populations béninoises de consolider le bloc républicain, le cheval gagnant. Consolider au Parlement, dans les mairies, dans les villages, vous me connaissez assez. Je peux porter la défense de vos intérêts, au-delà même de l'administration, pour que vraiment nous puissions permettre à la veuve et à l'orphelin
d'être encore plus heureux. Vous savez, 2026, le président Patrice Talon est parti. Ce sera Romuald Wadaye par la grâce de Dieu. Je ne vois pas Paul Khonkwe gagner, même si Dieu est capable de tout miracle. Mais Paul Khonkwe ne sera pas président, ce sera Romuald Wadaye. Alors, soutenez le bloc républicain pour que nous puissions vraiment exiger, tout en soutenant le président Romuald Wadaye, être en position d'exiger de lui des choses pour vous. C'est le bloc républicain, votre parti, montez sur le cheval, un arbre là, ça va vous garder sur place. La torche de LD là, ça va mettre feu au pays. Les coris, plus personne ne dépense les coris. Donc, s'il y a un parti qui doit vous intéresser, c'est le bloc républicain. Et je suis avec vous. D'accord. Merci beaucoup, Bertin Kaovi. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur cette émission. Moi, c'est toujours un plaisir de partager ce temps avec vous. Et à très bientôt. Amis internautes, nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.